je suis ravi de vous retrouver tous. Lorsque j'ai écrit mon livre, Les clés secrètes de l'univers, la partie pour laquelle j'avais la plus grande appréhension, c'était la partie sur la vie. Et pourquoi? Parce que lorsque j'ai fait l'école polytechnique, je pensais de façon un peu prétentieuse avoir découvert à peu près tout ce qu'il y avait de plus compliqué dans les sciences. Mais le jour où je me suis intéressé à la biologie, alors là, j'ai compris ce qu'était la complexité. Et depuis, je voue une admiration sans limite pour les biologistes, les généticiens, les médecins, même le simple médecin de famille, parce que vraiment, ils travaillent sur des choses extrêmement complexes. Dans ce livre, je me suis donné un défi qui est de mettre à portée de tout honnête homme euh, la compréhension des sciences les plus avancées. Alors donc, j'avais de l'appréhension pour faire ce chapitre, j'y suis arrivé dans mon livre. De la même façon, j'avais une certaine appréhension pour préparer cette conférence aujourd'hui parce que nous allons toucher à des choses très, très difficiles. Alors, je vous demande de bien vous accrocher. Vous aurez la possibilité de revoir cette conférence, de relire mes PowerPoint, de lire mon livre si vous voulez. Enfin, il y a tous les moyens. Vous pouvez même m'appeler pour me dire j'ai pas compris quelque chose. Et vous aurez moyen peut-être de revenir si j'ai été un peu vite sur un certain nombre de choses. Donc, lançons-nous dans la complexité. En fait, je dis souvent que mon livre, c'est l'infiniment petit, le Big Bang, l'infiniment grand, le cosmos, et l'infiniment complexe, la vie, l'homme, le cerveau, etc. Alors pénétrons cet axe de l'infiniment complexe. Euh, voilà. Voilà. Et nous allons voir si la vie a pu émerger du minéral toute seule. Alors, préambule, je précise deux choses. D'abord, une première chose intéressante, c'est un ami qui sort un livre sur Dieu et les sciences. Et il m'a expliqué un jour que dans le livre de la Genèse, il y avait trois mystères qui étaient listés, enfin précisés, celui de la création du monde, celui de l'apparition de la vie et celui de la conscience chez l'homme. Et comme par hasard, ces trois mystères sont aujourd'hui toujours les trois mystères les plus épais. Et nous avons parlé ensemble de celui du Big Bang, mais je peux vous dire que le mystère de l'apparition de la vie, sur un plan scientifique, est plus épais que le mystère du Big Bang. Je ne parle pas de l'origine du Big Bang, où là, c'est totalement opaque, ça nous est totalement opaque, et toutes les croyances sont bonnes, qu'elles soient religieuses ou autres, mais je parle de juste l'après-Big Bang. Nous avons une meilleure description en physique de l'après-Big Bang que nous n'en avons de l'origine de la vie. Donc, nous pénétrons là un domaine très mystérieux. Toutefois, je pense que l'état actuel des sciences permet d'imaginer un scénario continu qui, étape par étape, pas à pas, passe du monde minéral au monde de la vie. Et le terme savant pour cela, c'est l'abiogénèse. Abiogénèse, c'est le passage du minéral au vivant. Vous verrez que la vie paraît, après tout ce que je vais vous dire, paraît bien moins improbable qu'on le pensait il y a quelques années. C'est pour ça qu'on cherche très activement la vie dans l'espace aujourd'hui. Il y a un autre livre là, qui vient de sortir il y a peu de temps d'une scientifique française qui travaille aux États-Unis et sur la recherche de la vie dans l'espace. Donc on cherche beaucoup parce qu'on pense que la vie finalement est une propriété naturelle de la matière et on doit la retrouver ailleurs. Bon, toutefois, je dis très clairement, je vais vous présenter beaucoup de choses avec un ton souvent assez assertif, hein, affirmatif, mais je dois dire que c'est plein de si, de si, de si, d'hypothèses, et rien n'est prouvé aujourd'hui formellement sur l'origine de la vie. Je vous présente donc un scénario appuyé sur différentes connaissances, mais qui n'est pas un scénario prouvé. Et donc, si certains d'entre vous pense que la vie n'a pu intervenir, n'a pu apparaître sans une intervention divine ou plusieurs interventions divines dans les transitions les plus improbables, eh bien, personne ne peut vous contredire parce que la science n'est pas assez avancée pour pouvoir affirmer ou nier quoi que ce soit en la matière.
Donc, je vous dis la même chose que pour le Big Bang. Et je vous dirai la même chose pour le troisième mystère qui est indiqué dans le livre de la Genèse, c'est qu'on reste quand même dans des domaines très mystérieux. Le contenu, nous allons voir d'abord définir la vie, parce que ce n'est pas la peine d'en parler si on ne définit pas de quoi il s'agit. Nous allons voir que la vie est déjà inscrite dans le cosmos. Alors ça, c'est un des intérêts majeurs de mon livre, c'est de présenter tout depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, ce qui donne une synthèse et qui permet de comprendre que la vie, finalement, ce n'est qu'une étape dans ce tout. Ensuite, je vais consacrer une petite partie à la catalyse, parce que je pense que la catalyse est à l'origine de la vie. Alors, ça va être un petit peu ardu, mais c'est l'origine de la vie, à mon avis. Et puis, je vais dérouler devant vous un scénario qui passe du minéral au vivant. Et à la fin, je parlerai des gènes. Et curieusement, je vais peut-être vous étonner, mais nous arriverons à la vie avant qu'il y ait des gènes. Alors c'est très curieux parce que les gens qui font des recherches sur la vie cherchent toujours des gènes. Quel a pu être le premier gène et comment le premier gène a pu se répliquer? Eh bien, moi, je dis c'est très bien de chercher tout ça, c'est très important, mais la vie existait avant. Voilà ce que je vais vous dire. Maintenant, comment définir la vie? Si nous prenons la vie telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est très, très, très complexe. La raison pour laquelle c'est très complexe, c'est parce que l'évolution darwinienne suit un chemin aléatoire. L'évolution darwinienne, c'est un peu un aveugle qui essaierait de sortir d'un labyrinthe et qui essayerait à droite, à gauche, qui trouverait un moyen d'avancer à droite, puis qui essaierait de nouveau à gauche. Et quand vous imaginez ce labyrinthe parcouru par des milliards de milliards de milliards de bactéries depuis 3,8 milliards d'années, vous comprenez la difficulté pour le biologiste ou le généticien d'arriver à comprendre et à trouver un fil conducteur dans une espèce de mouvement brownien qui est mené inlassablement depuis des milliards d'années. C'est ça l'évolution naturelle, c'est un miracle permanent. L'évolution naturelle trouve en permanence les meilleures formules et les retient, mais avec une myriade absolument énorme d'essais et avec beaucoup de temps. 3,8 milliards d'années. Hein. L'évolution naturelle, c'est très, très performant, mais c'est très, très lent aussi. Alors, de quoi a-t-elle accouché toute cette évolution? D'abord, les protéines. Bon, les protéines, si vous me demandiez de quoi est fait un être vivant, je répondrais tout de suite les protéines. Les protéines, on va en parler plus précisément, ce sont des chaînes d'acides aminés. Ce sont des petites molécules qui se lient entre elles et qui forment de très longues chaînes. Et ces protéines, elles ont deux rôles. Alors, je prends tout de suite une métaphore. Vous entrez dans un atelier de mécanique. Vous allez trouver des pièces, par exemple des rondelles, des écrous, des leviers, des bielles, et vous allez trouver aussi des outillages, des clés à molette, des marteaux, des étaux, etc. Eh bien, dans votre organisme, c'est un peu comme un atelier de mécanique, vous avez les outils et les pièces, et tout ça, c'est fait de protéines. Autrement dit, il y a des protéines qu'on appelle de structure, vos muscles, l'hémoglobine qui transfère l'oxygène dans votre sang. Ça, c'est la structure. Votre corps est fait de cela. Pratiquement, si on enlève les os, le reste qui est mou, c'est fait de protéines. Et vous avez une protéine, vous avez d'autres protéines dont le rôle est de jouer des catalyseurs. On verra tout à l'heure précisément ce que c'est-à-dire d'accélérer les réactions. Et ce sont des outils. Les enzymes, ce sont des outils très ajustés. Alors, bon, il n'y a pas que les protéines. Maintenant, il y a, vous le savez, les gènes. Et en fait, les gènes, c'est de l'ADN. L'ARN, c'est la même chose que l'ADN. Ce sont, je dirais, des photocopies d'ADN. Hein. Je mélangerais facilement ADN et ARN, c'est la même chose. Hein. Et le rôle de ces molécules, qui sont aussi de très longues chaînes, c'est la transmission de l'information génétique entre les enfants et les parents. C'est de l'information pure, un gène. Et c'est là que ce qu'on a fait pour le Covid tient du miracle. On a fait des vaccins qui envoient une information dans votre corps.
Alors, maintenant, il y a un jeu complexe entre les deux, les protéines d'un côté et les gènes. Le jeu s'appelle la traduction, c'est-à-dire que les gènes, c'est de l'information pure, servent de modèle, de patron pour fabriquer les protéines. Il y a donc de super enzymes extrêmement complexes qu'on appelle les ribosomes qui attrapent les gènes, lisent l'information des gènes et à partir de cette information construisent maillon par maillon les chaînes de protéines. Ceci est en train de se passer dans votre corps à l'instant présent en grande quantité. Imaginez par exemple que vous fassiez un effort physique ou bien un effort intellectuel pour comprendre ma conférence et que ça vous fasse transpirer. Eh bien, c'est parce qu'il y a un gène, il y a eu des signaux dans votre corps disant que vous aviez chaud, par exemple, et ces signaux se transmettent aux gènes et disent aux gènes exprimez-vous. Les gènes font des copies d'ARN, les copies d'ARN débouchent dans ces grosses usines que sont les ribosomes et ça se transforme en protéines, ça fabrique des protéines. Voilà. Maintenant, il y a un dernier élément crucial dans la vie telle qu'elle se présente aujourd'hui, c'est la réplication de l'ADN. Vous savez qu'en 1953, on a découvert que le support de l'information génétique, c'était une hélice, une molécule en hélice. Et Crick et Watson, qui ont découvert ça, ont tout de suite compris que si c'était une hélice, c'est parce que les deux brins de l'hélice devaient se défaire et que chacun devait reconstituer une hélice. Alors, ils ne l'ont pas dit dans le papier qu'ils ont publié en 1953, mais ils ont quand même mis une petite phrase. Il ne nous a pas échappé que cette structure en hélice devait être à l'origine de la réplication. Et c'est ça qui est donc merveilleux, c'est que l'information de l'ADN, c'est une hélice à deux brins, et que les deux brins peuvent se dédoubler, et chacun des brins étant porteur de la même information, chacun des brins dans une bactérie qui se dédouble, par exemple, une division bactérienne, chacun des brins va reconstituer un double brin et chaque enfant aura le double brin de l'ADN. Bon, voilà ce qu'est la vie aujourd'hui. Si vous cherchez comment ceci a pu apparaître, c'est mission impossible. C'est beaucoup trop compliqué. C'est comme si un martien arrivait sur Terre et que le premier objet qu'il voit, c'est un Boeing 747. Et comment pourrait-il se demander, comment les humains ont pu inventer ça? Bon. Eh bien, le Boeing 747, il remonte à des siècles de science, à des siècles de technologie, et c'est tout ça qui a donné le Boeing 747. Le Boeing 747, c'est rien du tout en complexité par rapport à ce que je vous montre là. Donc, rechercher cela dans les origines est un vœu pieux, impossible. Nous allons donc définir la vie d'une façon plus simple que cela. Avant, je m'attarde une seconde sur les protéines pour que vous compreniez. Je vous disais que la protéine, c'est une longue chaîne. Vous la voyez ici. Je l'ai dessinée comme un train. Alors, c'est un train qui peut avoir 30 wagons, 200 wagons, 500 wagons. Et ces wagons, il y en a 20 sortes. Ce qui fait que vous avez un wagon passager suivi d'un wagon pour le sable, suivi d'un wagon pour les liquides, et puis vous pouvez avoir après de nouveau un wagon pour les passagers, puis de nouveau un wagon pour le sable, etc., etc. Et donc, on peut assembler ces wagons dans un certain ordre. Et c'est ça une protéine. Et l'ordre en question, il est défini par l'information de l'ARN. Alors, l'ARN, c'est lui aussi une longue molécule, qui est tout aussi longue. Et alors on appelle ces deux molécules macromolécules parce qu'elles sont très longues. Hein. Ce sont des chaînes qui sont très longues. Et en fait, la protéine, elle se fabrique comme une copie, elle se fabrique à partir de l'information de l'ARN. Il y a une petite différence entre les deux, c'est que la protéine est faite de 20 maillons qui sont assez gros. Et ces maillons, en fait, chimiquement, ça s'appelle des acides aminés. Un acide aminé, c'est une petite molécule de 20 à 25 atomes, hein, c'est pas très grand. Et ce sont des molécules qui ont un crochet mâle d'un côté, un crochet femelle de l'autre,
et donc elles s'assemblent sous forme de train. Et cet assemblage est spontané, c'est-à-dire que si vous en mettez deux côte à côte, elles auront tendance à s'assembler naturellement. Eh bien, la chaîne d'ARN, c'est aussi une macromolécule, elle est aussi très longue. Par contre, elle n'est faite que de 4 sortes de maillons qu'on appelle des nucléotides. C'est aussi des petites molécules de 20 atomes. Et il n'y en a que 4. Alors, on s'est demandé souvent comment les protéines pouvaient être traduites, c'est le mot exact qu'on emploie, on parle de traduction, comment les protéines pouvaient être traduites à partir de l'ARN. Et celui qui a trouvé ça, c'est curieux, mais c'est un homme dont je vous ai parlé à propos du Big Bang, c'est un astrophysicien qui s'appelle Georges Gamow. Et Georges Gamow, vers la fin de sa carrière, s'est intéressé un peu à la biologie, et c'est lui qui a trouvé ce mécanisme de la traduction. Et il a compris que, vous voyez que les wagons, là, sont à peu près 3 fois plus grands que les perles qui sont là. Et Georges Gamow a compris que la traduction se faisait par triplet. Un triplet de perles, CUA, définit un acide aminé, la leucine. Un triplet de perles AGC définit la sérine, qui est un autre acide aminé. Et chaque triplet correspond à un type de wagon. Et c'est ça que font toutes vos cellules à tout instant. Vous avez des milliards de cellules là, en ce moment qui sont en train de traduire de l'ARN en protéines. Et si vous avez été vacciné, ces cellules sont même en train de traduire l'ARN du Covid en protéines pour lutter contre le Covid. Voilà ce qui se fait. Et la correspondance entre les deux, c'est-à-dire quel triplet donne quel acide aminé, c'est ce qu'on appelle le code génétique. Inventeur Georges Gamow. Voilà. C'est important parce que la protéine est vraiment à l'origine, elle est dans la vie aujourd'hui l'élément principal et elle l'était très certainement au début, bien évidemment. Alors, ce qui est important, c'est de voir comment se fait une protéine. Une fois que le train que je vous ai montré avec les wagons est assemblé, ça donne une protéine linéaire, vous voyez, ça donne un train. Bon. Par contre, vous voyez dessus des petites charges électriques, des moins et des plus. Comme il y a ces petites charges électriques, la protéine ne va pas rester comme ça. Les moins vont attirer les plus et la protéine va se replier. Une protéine se replie, comme une pelote de laine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle se replie toujours de la même façon. Une protéine de la vie se replie toujours identiquement. Et donc, ce qui est très important, je l'ai mis en rouge, c'est qu'une protéine, c'est une forme. Voilà. Et vous avez donc, le secret de la vie est là, vous avez de l'information pure au départ qui est dans l'ARN. Cette information pure sert à fabriquer une protéine. Cette protéine se regroupe, se replie, et elle a une forme. Eh bien, c'est ce lien entre l'information et la forme qui est, je dirais, presque le résumé de la vie. C'est ça. Parce qu'une fois qu'on fabrique des formes à l'infini, vous allez voir qu'on peut en faire beaucoup, une fois qu'on fabrique des formes à l'infini, tout devient possible. Et surtout, si on garde la mémoire de la façon de faire ces formes. Et la mémoire en question, elle est gardée dans les gènes. Donc, vous voyez la puissance de créativité que cela peut développer. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a 2 types de protéines. Ben, elles sont illustrées là. Vous avez les protéines de structure, un boulon, une vis, etc. Et vous avez, et donc c'est leur forme qui sert de structure, n'est-ce pas? La forme, par exemple, du muscle, ce sont des fibres très longues et des protéines qui sont allongées pour le coup. Et lorsqu'elles reçoivent un peu d'électricité, elles se contractent. C'est ça un muscle. L'hémoglobine, c'est aussi une protéine de structure. Elle a une forme qui fait qu'elle est capable d'attraper des molécules d'oxygène pour les transporter. C'est une espèce de véhicule qui est capable d'attraper les molécules pour les transporter. Et puis de l'autre côté, vous avez les enzymes, ce sont toujours des formes, mais qui sont ajustées pour pouvoir travailler comme dans un atelier, hein, pour travailler les pièces. Par exemple, ici, vous avez une molécule que j'ai symbolisée comme une clé à molette. Eh bien, elle a
une échancrure exactement calibrée à 10 millimètres pour attraper les boulons de 10 millimètres. Et vous avez d'autres enzymes qui ont une échancrure à 11 millimètres pour attraper les boulons de 11 millimètres. Tout est ajusté. La vie est une espèce d'atelier de mécanique où il y a des ajustements parfaits. Alors vous me direz pourquoi c'est si bien ajusté. Il y a 3 milliards, 8 années derrière pour ajuster les choses progressivement. Un atelier de mécanique qui s'ajusterait depuis 3,8 milliards d'années serait probablement assez complexe. Alors voilà ce que c'est qu'une protéine. Elle se replie, elle donne une forme, c'est ça qu'il faut se rappeler. Alors maintenant, je vous disais que ces mécanismes sont malheureusement beaucoup trop complexes pour pouvoir expliquer le début de la vie. La vie a dû apparaître autrement. Alors c'est là qu'il y a une impasse dans laquelle beaucoup de scientifiques se sont engagés. Quand je résume tout ce que j'ai dit avant, le point le plus critique dans l'apparition de la vie, c'est la réplication de l'information génétique, c'est-à-dire le fait qu'un être vivant puisse reproduire le même être vivant. Une bactérie va se dupliquer en 2 bactéries. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'une information puisse permettre de refaire un individu du même genre. C'est la reproduction. Et comme la reproduction, c'est le point le plus critique, eh bien, beaucoup de scientifiques ont cherché à trouver une molécule qui serait plus simple que l'ADN, mais qui serait déjà capable de s'auto-répliquer. Ils ont cherché ce qu'on appelle l'auto-réplicateur. Alors, il y a eu énormément d'études là-dessus, on a essayé beaucoup de molécules, il y a même des mathématiciens qui ont réfléchi à ce que ça pourrait être un autoréplicateur. Eh bien, ils en ont trouvé, mais c'est très compliqué. Et on n'a jamais trouvé de solution simple à ça. Et moi, je résume les choses en disant que ces recherches se sont enlisées dans le problème de la poule et de l'œuf. Eh oui, la poule et l'œuf. Pourquoi? L'ADN, c'est l'œuf. Et l'ADN ne peut pas se répliquer sans une machinerie extrêmement sophistiquée de protéines. Et donc, l'ADN, l'œuf, a besoin de ces protéines, c'est-à-dire de la poule. Mais si maintenant vous vous intéressez à ces protéines, eh bien, les protéines ne peuvent pas apparaître toutes seules. Elles ne savent pas transmettre une information. Merci, au revoir, Véronica. Une protéine ne peut pas fabriquer une autre protéine. C'est même tellement vrai que c'est devenu ce qu'on appelle le dogme de la biologie. Le dogme de la biologie, c'est que l'information ne se transmet pas par les protéines. Les protéines font plein d'autres choses, mais elles ne se transmettent pas. Et donc, les protéines ne peuvent pas apparaître toutes seules. Il faut l'ADN, c'est-à-dire qu'il faut l'œuf. Eh bien, voilà la question. Il y a l'œuf et la poule, lequel est apparu en premier? Alors, je vous donnerai la réponse tout à l'heure. La réponse, c'est les deux, mon capitaine. Alors, nous allons maintenant laisser tomber cette complexité de la vie d'aujourd'hui et nous allons adopter une attitude réductionniste, c'est-à-dire nous allons chercher le plus simple du plus simple qui puisse être à l'origine de la vie. Ou plus exactement, je parlerai de proto-vie parce que ce sera une vie qui est quand même encore éloignée de la nôtre, mais qui contient déjà tous les ingrédients et que personnellement je considère comme étant déjà une forme de vie. Et d'ailleurs, je pense que sur Mars ou sur les lunes de Neptune ou de Jupiter, on trouvera peut-être une forme de vie élémentaire comme cette proto-vie. Maintenant, une définition plus simple de la vie, beaucoup de scientifiques s'accordent sur cette définition qui est assez simple. On appelle être vivant un système dynamique. Bon, c'est un mot de physicien, un système dynamique. Bon, ça veut dire un objet complexe qui a différentes parties qui interfèrent entre elles et qui est capable d'un certain nombre d'actions. C'est ça, un système dynamique. Une voiture, c'est un système dynamique. Ce système dynamique a 3 qualités et il faut que les 3 qualités soient observées. La première, c'est de dissiper de l'énergie. Une structure, un système dynamique qui dissipe de l'énergie, c'est simple, c'est une machine. Voilà. Machine à vapeur, elle dissipe l'énergie du charbon. Vous êtes une machine qui dissipe l'énergie que vous avez absorbée dans les aliments
et vous rejetez dans l'environnement de la chaleur. Je vous donne le chiffre d'ailleurs, votre corps rejette à peu près 100 watts de chaleur. C'est l'énergie que consomme votre métabolisme, vous voyez, c'est 100 watts. Deuxième point, et c'est bien sûr le plus critique, il faut que cette machine soit capable de se répliquer. Il faut que la machine à vapeur soit capable de faire une autre machine à vapeur. Pas évident. Et puis, maintenant, il ne faut pas oublier Darwin. La vie ne fonctionne que par la sélection darwinienne. Et donc, pour que la vie se développe, il faut qu'il y ait un mécanisme darwinien. Et pour cela, il y a deux choses. Darwin l'a très bien expliqué au XIXe siècle. Il faut des variations, des erreurs, si vous voulez, de réplication. Il ne faut pas que les réplications soient parfaites. Il faut qu'il y ait de petites erreurs. Donc, qu'à chaque nouvelle génération, il y ait des changements. Alors, vous avez un enfant qui court plus vite que l'autre, un autre qui est plus fort en maths, etc. Il y a des changements, vous le savez, tous ceux qui ont des enfants le voient. Et évidemment, la sélection naturelle, pas chez l'homme bien sûr, mais chez l'animal, la sélection naturelle donne plus de chances à ceux qui sont les mieux adaptés. Pas forcément les plus sophistiqués ou les plus intelligents ou les plus doués, les plus adaptés. C'est ça l'évolution darwinienne. Voilà, donc nous garderons cette définition simple de la vie. Maintenant, deuxième chapitre important, replaçons tout cela dans l'histoire du cosmos. La vie, pour moi, fait partie de l'histoire cosmique. C'est pour ça que je suis convaincu qu'on va la trouver ailleurs. Elle est partie intégrante et je pense pouvoir vous en convaincre. Alors, petit historique, le système solaire et le Soleil et les planètes se forment il y a 4,46 milliards d'années et non millions, comme j'avais dit dans ma première conférence. 4,46 milliards d'années. À peu près 350 millions d'années plus tard, la température baisse parce qu'au début, c'était une boule de feu, c'était une boule de magma. Et toutes les chutes de corps qui agrégeaient la Terre apportaient beaucoup d'énergie et c'était très chaud. 4 milliards, une année d'aujourd'hui, eh bien, la température commence à baisser en dessous de 100 degrés, c'est-à-dire que là, il peut y avoir de l'eau et donc il peut y avoir de la vie. Par contre, à ce moment-là, l'eau venait du dégazage, hein, la vapeur d'eau venait du sol, venait de l'intérieur, et elle dégazait, mais elle s'évaporait. Et en s'évaporant, elle partait dans l'espace. Ce qui fait que si on en était resté là, la Terre serait peut-être comme Mars aujourd'hui, c'est-à-dire avec peut-être un peu d'eau à l'intérieur et puis l'extérieur complètement sec. Seulement, il s'est produit un événement entre 4 et 3 milliards 8 d'années qu'on appelle le bombardement cométaire. Il s'est mis à pleuvoir des comètes, mais des comètes de toute taille, hein, des comètes de 3 mètres, des comètes de 100 km. Et toutes ces comètes, vous savez qu'une comète, c'est de l'eau sale, c'est de la glace sale, c'est-à-dire de la glace et de la poussière. Eh bien, chacune de ces comètes nous apportait une grosse quantité d'eau, mais aussi une quantité de poussière, de goudron dont je vais parler, parce que c'était en même temps un enrichissement chimique de la Terre. En tout cas, pendant ces 200 millions d'années, la vie n'a pas pu apparaître, ou si elle a apparu, elle a disparu, parce que la situation était cataclysmique. Vous avez un exemple de ce cataclysme, tout simplement en regardant la Lune. Vous voyez la Lune ponctuée de cratères, et bien, tous ces cratères, ce sont des comètes qui s'écrasaient en permanence sur la Lune. Alors, vous n'avez pas la même image sur Terre, parce que sur Terre, il y a l'érosion. Donc, les cratères ont disparu par érosion. Il en reste quelques-uns quand même. Même des cratères de l'époque du bombardement cométaire, on en retrouve. Et puis ensuite, eh bien, la Terre est recouverte d'océans, a été même fertilisée par pas mal de molécules que j'appelais tout à l'heure les saletés de la glace des comètes, et on découvre aujourd'hui les premières traces de vie. 3 milliards 5 d'années, ce sont les traces de vie incontestées aujourd'hui dans le milieu scientifique.
3,7 milliards, ce sont des traces de vie qui restent contestées. C'est-à-dire que certains scientifiques disent non, c'est pas vrai, c'est une pollution qui a eu lieu pendant le cours des temps. Mais à 3,5 millions, oui, on est sûr. Eh bien, de quoi s'agit-il à 3,5 millions d'années? Il s'agit de stromatolites. Alors, je m'explique. Vous savez que les récifs de corail sont fabriqués par des petits animaux monocellulaires qui déposent du calcaire. Et donc, lorsque ces animaux vivent, ils construisent les barrières de récif, parce que chacun dépose un petit peu de calcaire là où le précédent avait déposé un petit peu de calcaire. Eh bien, un stromatolite, c'est une espèce de champignon qui croît dans la mer, parce qu'il est recouvert de bactéries qui déposent chacune un petit peu de calcaire. Eh bien, on connaît des stromatolites aujourd'hui. On a découvert des stromatolites à Pilbara en Australie qui datent de 3,5 milliards années. Parce qu'on sait dater maintenant très finement les roches avec la radioactivité. Et donc, on a très précisément daté ces roches de 3,5 milliards d'années. Elles n'ont pu être faites que par des bactéries. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je dis première trace de vie il y a 3,5 milliards d'années, attention, c'est déjà une forme de vie très sophistiquée, parce que dans ces bactéries qui ont fait des stromatolites, il y avait déjà l'ADN, il y avait déjà la traduction des protéines, il y avait déjà la réplication de l'ADN, etc. Donc, cette forme de vie qui date de 3,5 milliards, c'était déjà toute la complexité de la vie qui était présente. Alors maintenant, vous direz, mais alors quand a-t-elle apparu la vie? Alors là, il y a deux scénarios. Il y a le scénario qui est de dire 3,5 milliards, elle a dû apparaître un peu avant, mais on ne peut pas reculer plus loin que 3,8 milliards parce qu'on tombe dans le bombardement cométaire. Là, c'était impossible. Alors, ça veut dire que la vie est apparue à 3,8 milliards, 3,7 milliards d'années d'aujourd'hui. Bon. Ça interpelle parce que c'est très court. Si vous pensez à ce que c'est au niveau de l'échelle géologique que 200 ou 300 millions d'années, c'est très très court pour arriver à faire quelque chose d'aussi complexe qu'une bactérie. Beaucoup de biologistes n'y croient pas, ils disent que ce n'est pas possible. Alors si ce n'est pas possible, ça veut dire que la vie, alors ça veut dire deux choses, ça veut dire que la vie est arrivée avant, ou bien ça veut dire que la vie est arrivée d'ailleurs. D'ailleurs, ben oui, on sait que la vie peut arriver dans un astéroïde. Vous pouvez imaginer une planète sur laquelle il y a la vie. Eh bien, si un morceau du sol est arraché par un astéroïde et part dans l'espace, ce morceau peut atterrir sur Terre et contenir la vie à l'intérieur. Ça, on en est sûr. Il y a tous les ans, on trouve des roches de Mars sur Terre, des roches qui ont été arrachées sur Mars, qui se sont promenées un peu dans l'espace et qui sont tombées sur Terre. Et on sait que même si elles ont chauffé en entrant dans l'atmosphère, ces météorites ont pu conserver une température tiède à l'intérieur et s'il y avait la vie à l'intérieur, elle a pu arriver. Donc techniquement, c'est possible. Maintenant, c'est un scénario un peu extrême. Alors ça, c'est une explication. La deuxième explication, c'est que la vie serait arrivée avant. Je vous disais que entre 4 milliards 1 d'années et 4, qui est le début du bombardement cométaire, il y avait déjà de l'eau et la vie a pu apparaître. Par contre, je vous disais aussi que le bombardement cométaire a tout tué, tout sauf dans les sous-sols. On sait aujourd'hui qu'il y a des bactéries jusqu'à 7 km sous terre et qui se nourrissent des minéraux. Donc, on peut très bien imaginer des bactéries nées avant le bombardement cométaire qui ont survécu pendant ce dernier et qui, une fois que les températures sont devenues plus clémentes, sont remontées vers la surface et puis on finit par se développer en surface. Bon, voilà l'état des sciences aujourd'hui. Mais quand même, ce qui interpelle, c'est que ça laisse très peu de temps. Vous voyez, alors sauf si la vie est venue d'ailleurs, parce qu'elle a peut-être eu plus de temps ailleurs. Sinon, ça laisse très peu de temps. Et ça a été pour moi une grande surprise le jour où j'ai découvert ça. Je me suis dit, c'est étonnant. La vie est apparue sur Terre dès qu'elle était possible.
ou un petit peu après, mais en tout cas très vite. Ça, c'est tout de même une vérité qui interpelle. Encore une fois, sauf si ça vient d'ailleurs, quelqu'un a peut-être eu plus de temps ailleurs pour se développer. Alors maintenant, je vais rester dans le cosmos et vous dire que la vie résulte de la structure même du cosmos. Le cosmos, ce sera l'objet d'ailleurs de mon prochain livre, est structuré comme des Legos de pièces qui s'assemblent et de surcroît, pour être plus précis, ce sont des Legos aimantés, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à s'auto-assembler. J'ai un petit-fils qui avait 1 an et je lui ai offert une boîte de Lego. Ma femme me dit, mais il ne va pas s'amuser, il est trop jeune. Oui, mais j'ai trouvé des Lego aimantés. C'est-à-dire que quand vous prenez la boîte de Lego, il suffit de la secouer un petit peu et tout d'un coup, ça fait des formes. Eh bien, le monde est fait de Lego comme cela qui sont aimantés, qui s'attirent les uns les autres et qui sont donc de nature à fabriquer ce que j'appelle une combinatoire, c'est-à-dire capable de se combiner à l'infini en faisant de merveilleuses combinaisons. Premier Lego, les particules. Je vous disais dans ma dernière conférence, le Big Bang a créé 11 particules. Il en a créé d'autres, mais vous ne les voyez pas autour de vous. Autour de vous, tout est fait avec 11 particules. Bon, je vous disais que si l'univers était fait de 3272 particules, on n'existerait pas, parce qu'avec tant de particules, il y aurait trop de variétés et rien de structuré et de stable ne se ferait. Donc, c'est très important, 11. Ça veut dire un petit chiffre, c'est un petit Lego, mais c'est déjà un Lego et ça va pouvoir se combiner. Comment ça se combine? Eh bien, à 380 000 ans du Big Bang, nous l'avons vu, c'est l'époque du rayonnement fossile, se forment les premiers atomes. Et là, il n'y a que de l'hydrogène et de l'hélium. Le Big Bang n'a rien fait d'autre qu'un gaz. Un gaz inerte en plus. Parce que quand je dis que c'est des Legos aimantés, l'hélium n'est pas aimanté. L'hélium est un gaz inerte, incapable de réagir avec l'hydrogène. Donc, à ce stade-là, on a un Lego très élémentaire, mais en plus qui n'est pas aimanté. Alors, où se forment les éléments? Vous le savez, c'est dans les étoiles. Hubert Reeves disait que nous sommes de la poussière d'étoiles. Et dans les étoiles se compose lentement, en mijotant dans la chaleur de l'étoile, se compose le second Lego qui, cette fois, comprend 92 pièces. Si vous offrez à vos petits-enfants un Lego de 92 pièces, hein, vous avez des carrés, des ronds, des sphériques, des roues, des moteurs, etc. Avec 92 pièces, il va être ravi, votre petit-fils, parce qu'on peut faire déjà beaucoup de choses. Eh bien, les 92 éléments, c'est le deuxième Lego. Là, on y trouve du carbone, de l'oxygène, tout ce qui fait la vie et tout ce qui fait les cailloux, les planètes, etc. Maintenant, dans certains endroits, pas partout, mais dans certains endroits du cosmos, comme ce sont des Legos aimantés, les atomes se collent les uns les autres, eh bien, ils fabriquent un Lego plus compliqué encore qui s'appelle les molécules. On en trouve dans l'espace, par exemple, dans les nuages cosmiques, on arrive à recenser à peu près 200 ou 250 molécules qui tendent à être petites, hein, du CO2, de l'eau, etc. Mais ça va quand même jusqu'aux acides aminés. On trouve des acides aminés dans le cosmos. Et même des tout petits brins d'ADN minuscules. Alors, on trouve ça dans le cosmos, mais par contre, vous avez des endroits beaucoup plus fertiles, comme la Terre, où là, le Lego des molécules va beaucoup se sophistiquer. Et sur Terre, eh bien, naturellement autour de vous, en oubliant la vie, hein, dans le monde minéral, vous avez les cailloux, les cristaux, etc. Vous rencontrez à peu près 2000 molécules. Nous sommes donc là au troisième Lego qui n'apparaît que dans des endroits privilégiés comme la Terre, mais on pourrait ajouter Mars ou dans une moindre mesure, Mars, Vénus, quelques lunes peut-être de Neptune, Uranus, etc., Saturne. Et dans ces endroits privilégiés, on peut monter à 2000 molécules. Mais ce n'est pas tout.
Parce que je vous ai dit tout à l'heure que certaines molécules, les acides aminés, c'était des wagons qui ont des petits crochets mâles et femelles et qui s'accrochent. À partir du moment où des molécules savent s'accrocher, ça donne des chaînes. Et ces chaînes peuvent être très longues. On appelle ces chaînes des polymères. Je vous ai parlé d'un polymère, c'est les protéines. Je vous ai parlé d'un autre polymère, c'est l'ADN, l'ARN. Mais le plastique qui compose peut-être votre ordinateur, ce sont des polymères. L'essence que vous mettez dans votre voiture, ce sont d'autres polymères. Donc il y a pas mal de polymères dans la nature et qui sont des chaînes. Voilà. Alors là, nous allons nous concentrer sur les protéines et les ARN, qui sont ce qu'on appelle des macromolécules. Au tout début de la vie, elles se formaient spontanément. D'abord, il y en a dans le cosmos. Vous pouvez être confiant que les astéroïdes qui tombent sur Terre, ou bien l'eau sale des comètes, contient des acides aminés et des morceaux d'ARN. Et ces molécules, donc, s'assemblent naturellement. Alors, aujourd'hui, dans votre corps, par exemple, une protéine comme l'hémoglobine est déjà extrêmement, extrêmement sophistiquée parce qu'il y a 3,8 milliards d'années d'évolution, et c'est une macromolécule de 500 maillons, l'hémoglobine. C'est pourquoi l'hémoglobine a été prise comme un exemple fameux à l'époque des créationnistes, parce qu'ils disaient, vous voyez, la probabilité que par le hasard on puisse faire une hémoglobine bien particulière de 500 maillons est impossible. Donc, seule l'intervention divine a pu faire cette molécule. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que les premières macromolécules étaient toutes petites. Elles faisaient 8-10 maillons maximum. Les toutes premières protéines qui s'assemblent spontanément ne dépassaient pas 8-10 maillons. Mais 8-10 maillons, nous allons le voir, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'une chaîne de 8-10 maillons qui se replie, ça peut donner déjà une telle variété de formes que l'activité catalytique dont on va parler va pouvoir se développer. Alors, pour vous en convaincre, calculons simplement combien il peut y avoir de protéines de 10 maillons. 10 maillons, voilà. Eh bien, je prends un premier maillon. J'ai combien de choix? Il y a 20 acides aminés. J'ai donc 20 choix possibles. Je colle un deuxième wagon. J'ai encore 20 choix. Donc 20 choix pour le premier multiplié par 20 choix pour le second, j'en suis à 400. 400 possibilités. Je continue, j'ajoute un maillon, je suis à 8000. Vous voyez qu'avec une protéine de 3 maillons, j'ai déjà plus de variétés, 8000 espèces, que les 2000 molécules minérales de la Terre, simplement avec 3 maillons. Et si j'arrive à 10, eh bien, j'ai fait le calcul, je vous l'épargne, mais le calcul, c'est qu'il y a 10 000 milliards de possibilités. Avec donc les petites molécules qui existaient dans la crasse des comètes et sur Terre, il y avait déjà potentiellement un Lego de 10 000 milliards de formes. Alors, vous voyez, alors, je ne vous parle pas de maintenant, avec 500 acides aminés, bon, on est très, très, très loin. Donc, il ne faut pas vous étonner que la vie soit complexe. Quand vous imaginez qu'avec 10 maillons, on avait déjà 10 000 milliards de possibilités, vous imaginez avec 500, alors là, c'est des milliards de milliards de milliards de fois le nombre de particules qu'il y a dans l'univers entier. On est dans des possibilités gigantesques. Je ne vous parle pas de l'ADN, parce que c'est la molécule la plus longue. L'ADN humain, si vous mettez bout à bout vos chromosomes, ça fait 3 milliards de molécules, qui sont 3 milliards de nucléotides, 3 milliards de lettres. C'est l'équivalent de l'Encyclopædia Britannica. Voilà ce que sont les protéines. Donc, ce qui est important dans cette page, c'est de vous souvenir 11 particules au départ, premier Lego. 92 éléments dans les étoiles, deuxième Lego. 2000 molécules minérales dans une planète comme la Terre, troisième Lego.
Et par le seul fait qu'il y ait des petites chaînes d'acides aminés qui ne dépassent pas 10 maillons, vous avez un quatrième Lego, vous avez déjà 10 000 milliards de possibilités, de formes. Voilà ce qu'est la vie. Donc, je dirais, le dernier Lego, il est infini, parce qu'après, quand vous avez des chaînes qui sont plus longues, comme 500 acides aminés, bon, c'est infini, quoi. Donc, un Lego à 11, un Lego à 92, un Lego à 2000 pièces et un Lego infini. Voilà ce que nous offre le cosmos, ou pour être plus précis, le cosmos dans certains endroits favorables, comme la Terre, hein, pas partout. Alors, un exemple de cela, une météorite qui est très connue, c'est la météorite de Murchison. Eh bien, je vous disais que dans l'espace, on trouve des molécules organiques simples, hein, on trouve des acides aminés, des sucres, des nucléotides pour l'ARN, pour l'ADN, et tout ça en quantité. Je vous disais aussi que les molécules les plus présentes dans le cosmos, ce sont j'ai plus perdu le nom, mais c'est des molécules du type de la naphtaline, des naphthalènes aromatiques, un nom comme ça. Et c'est du genre ça ressemble à la naphtaline. Et c'est ce qui faisait, je vous l'avais dit, ce qui faisait dire à un astronaute, on ne sait pas exactement ce qu'il y a partout dans l'univers, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas de mythe. Alors, maintenant, je reviens aux météorites. Cette météorite-là de Murchison, on a analysé ce qu'il y avait à l'intérieur. Eh bien, on a trouvé 70 sortes d'acides aminés. Vous savez que la vie en utilise que 20, mais dans cette petite météorite, on a trouvé 70. Donc, vous voyez, une variété chimique incroyable. Donc, on estime que le bombardement cométaire, dont je vous parlais tout à l'heure, apportait beaucoup de molécules. On pense qu'à l'époque, les océans nouveaux, puisque en fait, essentiellement, le gros de l'eau des océans vient des comètes, eh bien, on estime qu'à l'époque, ces comètes étaient, ces océans étaient un peu comme un cappuccino. Vous voyez, il y avait du liquide en dessous, et puis au-dessus, il y avait une espèce de mousse de, de plein de saleté, qui ressemble un peu au goudron, finalement. Et on estime que pendant tout le bombardement cométaire, il y a à peu près 40 mètres d'épaisseur de goudron qui sont tombés en même temps que l'eau. Donc bien sûr, ça a fertilisé la Terre. Mais à la limite, sur Terre, on n'a même pas besoin de la variété chimique du cosmos parce que la Terre est à même de fabriquer elle-même ce que j'appelle les briques de la vie. Les briques de la vie sont les acides aminés ou les nucléotides de l'ARN, hein, ces petites molécules. On peut appeler ça les briques de la vie, ou les Legos, si vous voulez. Eh bien, ces briques de la vie, on sait qu'elles se forment spontanément dès qu'on a des milieux suffisamment concentrés, suffisamment riches chimiquement et suffisamment dotés d'énergie. Il faut de la chaleur, par exemple. Et en fait, c'est dans ces endroits qu'on va chercher l'origine de la vie, bien évidemment. Alors, quels sont ces endroits où se fabriquent les briques de la vie? Il y a les mares. Une mare qui s'assèche, elle se concentre. C'est pour ça que Darwin avait parlé de la petite mare. Il avait écrit, il l'avait jamais dit publiquement parce qu'il se serait fait mettre en prison. Il avait dit dans un écrit, et si, entre parenthèses, et combien de si, fermez la parenthèse, dans une petite mare chaude, des protéines avaient trouvé le moyen de s'assembler, 3 petits points de suspension. Darwin avait pensé à l'origine de la vie de cette façon, il avait pensé à une mare. Alors, de la même façon, on pense aux zones intertidales. Quand vous allez chercher des crustacés à marée basse, vous voyez bien que c'est une zone fertile, quoi. Il y a une alternance d'eau et de soleil, de concentration, etc. Je vais parler du meilleur candidat pour l'origine de la vie, ce sont les cheminées hydrothermales. On va revenir là-dessus, c'est-à-dire des endroits où les volcans affleurent au fond des océans. Et puis, bon, il y a des situations un petit peu analogues dans les cratères de vieux volcans où il y a encore le magma qui n'est pas trop loin et qui chauffe, et il y a de l'eau qui arrive, de l'eau de pluie, et tout ça, ça fait un mélange qui serait aussi propice à une bonne variété chimique, une bonne diversité.
Et puis, j'ai parlé tout à l'heure des sous-sols. Il y a des sous-sols où la vie pourrait se constituer toute seule. Voilà, la vie est donc inscrite dans le cosmos, c'est le message que je voulais vous donner. Alors là, nous allons entrer dans des choses plus techniques. La catalyse, à mon avis, est à l'origine de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur? Un catalyseur, c'est un objet ou un produit qui a pour vertu d'accélérer une réaction chimique. Prenons tout de suite un exemple minéral. Il existe des catalyseurs minéraux, des catalyseurs vivants, on va en parler. L'exemple du pot catalytique, vous savez que la combustion dans les pistons n'est pas achevée parce que ça va trop vite. Et lorsque le piston éjecte les produits de la combustion, normalement, on devrait trouver de l'eau et du CO2. Voilà, ça c'est le produit de combustion d'un hydrocarbure, c'est de l'eau et du CO2. Malheureusement, on trouve aussi des imbrûlés, et en particulier du CO. Vous savez que le CO2 n'est pas toxique en soi, vous pouvez en avaler 1 litre, vous n'allez pas en mourir. Par contre, le CO est très toxique. Alors, pour éviter d'avoir du CO dans nos villes, on utilise le pot catalytique et les gaz passent dans ce pot qui est fait de lamelles de métal ou de j'ai oublié le nom, c'est des minéraux très durs, là, bon, ça me reviendra, et de céramique. Le gaz passe dans ces lamelles et le gaz est obligé de se plaquer sur les lamelles. Et comme les molécules sont plaquées, eh bien, elles ont plus de probabilité de rencontre. Je donne souvent une image de ça. Imaginez dans l'air un papillon femelle qui cherche un papillon mâle qui cherche un papillon femelle ou l'inverse, ou les deux à la fois. Normalement, c'est les deux à la fois. Eh bien, ils ont peu de probabilité de se rencontrer. C'est pour ça qu'ils utilisent les odeurs, les phéromones, pour accroître la probabilité. Mais imaginez qu'il n'y ait pas de phéromones, pas d'odorat. Eh bien, il serait très, très improbable que le papillon femelle trouve le papillon mâle. Mais si tout d'un coup vous disiez à tous les papillons de descendre, atterrir sur Terre, et qu'ils étaient tous posés au sol, eh bien là, il y aurait des probabilités de rencontre beaucoup plus fortes. Bah, ils n'y ont pas pensé, hein. C'était pourtant une bonne idée, mais l'évolution darwinienne n'a pas pensé à mon idée. Mais elle a trouvé autre chose, les phéromones. Eh bien, dans le pot catalytique, c'est la même chose. La probabilité de réaction est plus forte, ce qui fait que les molécules de CO qui se promènent et les molécules d'oxygène qui se promènent encore là-dedans se rencontrent et font du CO2 et la combustion est donc achevée, presque à 100%. Alors maintenant, ça c'est la catalyse minérale. Maintenant, je vais vous parler de la catalyse du vivant. Elle est absolument fondamentale, car si je prends votre corps, le corps humain, votre corps repose sur un métabolisme. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Ce sont des réactions. Par exemple, une réaction qui dégrade le sucre en glucose, une autre réaction qui dégrade le glucose en adénosine triphosphate qui est utilisé par vos muscles, etc., etc. Il en existe 5000. Votre métabolisme est fait de 5000 réactions et vous avez besoin pratiquement de ces 5000 réactions pour vivre. Le malheur, c'est que si je prends toutes ces réactions et que je rapproche, par exemple, une réaction, c'est un produit A plus un produit B se combinent pour donner un produit C. Eh bien, si je mets tous ces produits côte à côte, ces réactions ne se font pas. Très peu de ces 5000 réactions se feraient spontanément. Et quand bien même elles se feraient beaucoup trop lentement pour animer un être vivant. Si vous avez, je vous disais tout à l'heure, vous courez, vous mettez à transpirer, mais il y a des réactions qui se produisent dans votre corps et qui permettent de refroidir votre corps. Si ces réactions mettaient 3 jours à se déclencher et à se faire, vous seriez mort bien avant. Donc le seul fait de courir vous tuerait. Alors, pour que les choses se passent vite, disons vite, c'est en quelques minutes, eh bien il faut des catalyseurs. Il faut que ces réactions soient forcées chimiquement. Et qu'est-ce qui force les réactions? Les enzymes. C'est les outils dont je parlais tout à l'heure. Les enzymes ont des formes qui leur permettent d'attraper une molécule, d'en attraper une autre,
de les coller et de leur dire maintenant, vous êtes libre, mais vous êtes liés. S'il y avait dans le corps des enzymes pour les pots d'échappement, ces enzymes attraperaient une molécule de CO, une molécule d'eau. Comment elles les attrapent? Parce qu'elles ont la bonne forme et parce qu'il y a de l'aimantation, il y a des charges électriques. Et donc, dès qu'une molécule d'oxygène passe par là, elle est attirée, elle est attrapée. Dès qu'une molécule de CO passe, elle est attrapée. Elle se colle, l'enzyme les lâche et elle recommence. Voilà comment fonctionne une enzyme. Eh bien, pour catalyser vos 5000 réactions chimiques dans votre corps, il faut 7000 enzymes. Votre corps contient 7000 enzymes. Très grosso modo, une enzyme, ça correspond à un gène. Hein, un gène, une enzyme. Eh bien, vous voyez qu'il y a donc 7000 gènes qui codent des enzymes dans votre corps, qui servent à définir ces enzymes pour que vous viviez. Vous avez 22 300 gènes dans votre ADN. Eh bien, ça veut dire qu'un tiers des gènes sert uniquement aux enzymes. Un tiers. Donc, une enzyme, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine repliée qui sait attraper certaines molécules, les forcer à réagir et qui ensuite les relâche et recommence, et peut recommencer très, très souvent. Alors, je vous en donne deux exemples qui sont, je le précise, des enzymes extrêmement sophistiquées, c'est-à-dire qui ne pouvaient pas exister au début de la vie. À propos, vous avez une photo d'enzymes là, vous voyez, on les représente comme ça. On sait très bien quelle forme elles ont. Il y a même un système d'intelligence artificielle qui permet de calculer comment se replie une protéine. Elles forment des espèces de rouleaux, vous voyez, comme des bigoudis, et puis des structures plates. Et c'est l'assemblage de toutes ces formes qui prend la bonne forme de l'outil qui va être capable d'attraper les écrous pour les visser. Si vous buvez un peu trop ce soir et que vous avez un peu d'alcool à métaboliser, vous savez qu'il va vous falloir quelques heures pour y arriver. Bon, si vous deviez compter uniquement sur l'évaporation, c'est-à-dire en respirant, vous savez que vous sentez un peu l'alcool, alors l'alcool s'en va de votre corps par la bouche, mais si vous deviez compter uniquement là-dessus, il ne faudrait pas quelques heures, il faudrait peut-être quelques semaines pour y arriver. Si ça arrive aussi vite, c'est parce qu'il y a une enzyme qui s'appelle l'alcool déshydrogénase. Cette enzyme est capable d'attraper une molécule d'alcool, de la casser en deux, la lâcher, en attraper une autre, la casser en deux. Et elle est capable de faire ça plusieurs milliers de fois par seconde. Alors, je vous raconte une anecdote. Moi, je suis allé 70 fois au Japon et j'ai remarqué une chose. Quand on fait un cocktail au Japon, au moment où on sert l'alcool, tout le monde se précipite au bar et on commence à boire. Et 20 minutes après, vous avez la moitié des Japonais qui sont rouges. Et j'ai appris pourquoi. C'est parce que la moitié des Japonais souffrent d'une malformation d'un gène qui code l'alcool déshydrogénase et la moitié des Japonais ont une enzyme déshydrogénase qui est un peu moins efficace. Et comme elle est moins efficace, ils ont du mal à métaboliser l'alcool et ils deviennent rouges. Alors, je me disais pourquoi les Français n'ont pas cette malformation. Je pense que la sélection darwinienne a dû nous rendre particulièrement performants en termes d'alcool déshydrogénase. Voilà. Alors, je vous en cite une autre parce que c'est la plus rapide de toutes. Et là, vous allez avoir la mesure du degré de sophistication et de réglage fin auxquels sont arrivées les enzymes modernes par rapport aux toutes premières. L'anhydrase carbonique. C'est une enzyme qui attrape les molécules de CO2 et qui les casse pour faire de l'acide carbonique dont votre corps a besoin. Donc, cette molécule, c'est comme l'alcool déshydrogénase, elle attrape une molécule de CO2, elle la casse en deux, elle en attrape une autre. Eh bien, savez-vous combien elle peut attraper de molécules par seconde et les casser? 500 000. 500 000 par seconde. Voilà l'enzyme la plus rapide des 7000 enzymes qui composent votre corps. 500 000 fois par seconde.
Alors maintenant, je vais vous présenter quelque chose d'un peu abstrait, mais très important, parce que là, on arrive à l'origine de la vie. L'origine de la vie, c'est cette espèce de sac de nœuds que vous avez à côté. Alors, de quoi s'agit-il? Je vous disais qu'au début, il y avait de façon spontanée, dans un milieu suffisamment riche, on va voir ce que c'est qu'un milieu suffisamment riche chimiquement, les protéines pouvaient déjà commencer à se former et atteindre une dizaine de maillons. Eh bien, ici, c'est un travail qui a été fait par un homme qui s'appelle Stuart Kauffman, qui est un des spécialistes de l'origine de la vie. Il a imaginé un ensemble de réactions et il a compris que parmi toute la variété des formes qui existaient dans les molécules, eh bien, certains des produits dans ce sac de nœuds pouvaient catalyser un autre. Alors, prenons l'exemple qui est ici à gauche. Vous voyez, le produit A se combine avec le produit B. Produits, ce sont des protéines, hein, des protéines et des petits polymères. Le produit A se combine avec le produit B pour donner le produit C. Mais comme je vous le disais, toutes ces réactions ont peu de probabilité de se faire. Alors, il y a des catalyseurs. Et il se trouve que dans le sac de nœuds qui est là, vous avez un produit, E, ou peut-être deux ou trois, hein, mais vous avez au moins un produit E qui va catalyser cette réaction, ce qui fait qu'elle va se produire. Si vous regardez maintenant à droite le sac de nœuds, vous voyez les trois molécules dont j'ai parlé ici. A se combine avec B et donne C, et la réaction va se faire grâce à l'aide de E, qui lui-même est fabriqué par M, par exemple, ou par une autre des molécules. Et vous constatez dans le sac de nœuds que tous les ronds avec des lettres, ce sont des produits, hein, des molécules. Imaginez que ça peut être du sucre, ça peut être d'un phosphate, ça peut être, bon, ce sont essentiellement des protéines. Eh bien, vous constatez que chaque réaction, statistiquement, est catalysée par un autre des produits. C'est un peu comme une collectivité humaine où chacun entraide le voisin. Bah, moi, à midi, j'ai mangé des légumes parce que j'ai été aidé par un marchand de légumes qui est près de chez moi. Ce marchand de légumes, il a fait son travail. Il a été aidé par des agriculteurs qui, eux, lui ont livré ses légumes. Les agriculteurs ont été aidés parce qu'il y a une usine de tracteurs qui leur a, etc., etc. Vous pouvez donc représenter la société humaine comme un ensemble de points comme ça qui s'entraident les uns les autres, qui se catalysent les uns les autres. C'est-à-dire que toutes les réactions qui se produisent dans une société humaine sont quelque part catalysées par quelqu'un d'autre. Eh bien, Stuart Kauffman a compris qu'on pouvait ainsi avoir des jeux de produits, hein, de molécules, qui s'auto-entretenaient en s'entraidant. Eh bien, ça, c'est l'origine de la vie, à mon sens. Alors, j'ai conscience que je vous parle là de quelque chose d'assez théorique, abstrait, parce que je vous montre ce sac de nœuds, mais vous pouvez vous dire, je m'attendais à ce que Michel Galiana-Mingo me montre le premier être vivant comme une espèce d'amibe ou bien une petite algue ou quelque chose que je comprenne. Et là, je vous sors quelque chose d'abstrait. Je vous présente un métabolisme primitif, c'est-à-dire un ensemble de réactions qui, chacune, catalyse d'autres réactions. Elles s'auto-catalysent entre elles. Et alors, dans quelques minutes, je vais vous donner une image plus concrète quand même de cela, parce que là, on est vraiment dans l'abstrait. Mais c'est un métabolisme primitif. On pourrait, votre métabolisme de 5000 réactions avec 7000 enzymes, on pourrait le représenter comme ça, par un sac de nœuds où on représente toutes les réactions et tous les liens de catalyse. Et l'intérêt de l'ensemble autocatalytique qui est là, c'est qu'il s'auto-entretient. C'est-à-dire qu'il peut même d'ailleurs se développer, parce que si autour il y a un milieu suffisamment riche, il peut capter des molécules, des briques de la vie dans l'environnement et il peut les assimiler et forcir de cette façon-là. Alors,
les ensembles catalytiques dont je vous parle, hein, c'est le sac de nœuds là, ce sont des mélanges de macromolécules en fait. Il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que ces molécules, elles se mélangent comme ça et elles se catalysent entre elles. Je vous le disais, le métabolisme du corps humain est ainsi fait. Il est plein de cycles. Il y a d'ailleurs un cycle très intéressant qui s'appelle le cycle de Krebs ou cycle de l'acide nitrique. C'est un petit cycle hein, de mémoire, il y a moins d'une dizaine de molécules, mais elles se fabriquent toutes l'une l'autre. Ça fait un cycle qui tourne et qui s'amplifie en plus. Ça fait de plus en plus de molécules. Eh bien, ce cycle de Krebs est présent dans tous les êtres vivants, tous. Ce qui laisse penser, voyez-vous, qu'il y avait un métabolisme primitif et peut-être que ce métabolisme primitif a précédé la vie. Voilà ce que je veux dire. Et donc, c'est pour ça que je vous présente cette pelote de laine en disant c'est l'origine de la vie, c'est un métabolisme primitif. Une chose importante sur ce métabolisme, je vous ai parlé de la poule et de l'œuf. Eh bien, si je reviens dans ce métabolisme, je vous ai dit qu'il y avait des polymères. Et Stuart Kauffman, qui a inventé cela, savait très bien qu'il y avait des chercheurs qui disaient l'origine de la vie, c'est l'ARN. Et puis d'autres chercheurs qui disaient non, 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 l'origine de la vie, c'est les protéines. Alors lui, intelligemment, s'est bien gardé de préciser ce qu'il y avait dans cet ensemble autocatalytique. Il y avait des polymères, mais ces polymères pouvaient être tantôt des protéines, tantôt des ARN, tantôt d'autres polymères. Je disais que l'essence automobile, c'est des polymères, le plastique, c'est des polymères. Donc, on peut imaginer d'autres polymères qui n'ont pas été retenus plus tard dans les formules vivantes, mais on peut imaginer toutes sortes de polymères. Et Stuart Kauffman s'est bien gardé de dire si c'était des polymères de type protéine ou de type. Mais il dit les deux. Et c'est la réponse à la question tout à l'heure, quand je vous disais qui est apparu en premier, l'œuf ou les protéines? Eh bien, les deux, mon capitaine, parce que dans cet ensemble autocatalytique, M, c'est une protéine, E, c'est un acide nucléique, un ARN, B, c'est une protéine, A, c'est aussi un ARN. Tout est mélangé. Et bien malin qui pourrait dire qui est l'œuf et qui est la poule, ces molécules jouent le même rôle. Et leur rôle, c'est quoi? Chacune de ces molécules, elle a deux rôles. Un rôle, c'est de participer aux réactions, elle est partie prenante des réactions, et son deuxième rôle, c'est de catalyser une autre réaction. Le marchand de légumes collecte et présente des légumes et gagne de l'argent avec ça, ça c'est son métier, mais en même temps, il catalyse et il permet à la population de se nourrir. Donc, il y a un double rôle là-dedans. Tout est mélangé, les œufs et les poules sont mélangés et ils font tous la même chose, c'est-à-dire participent aux réactions et ils catalysent d'autres réactions. L'œuf et la poule apparaîtront plus tard. Maintenant, Kauffman découvre un autre phénomène, ce que j'appelle l'étincelle de vie. C'est que s'il y a une concentration suffisante de molécules, Kauffman démontre par des moyens de simulation informatique, pas en laboratoire, hein, c'est de la simulation informatique, il démontre qu'il y a un effet d'emballement. Effectivement, vous voyez ici, si la catalyse devient plus efficace, par exemple, tout simplement si au lieu d'avoir des chaînes de 6 ou 7 acides aminés, on commence à avoir des chaînes de 8 ou 9, ça veut dire que la catalyse devient plus efficace. Eh bien, si la catalyse devient plus efficace, ça donne plus de réactions. Plus de réactions, ça donne plus de molécules. Plus de molécules, ça donne plus de formes. Et plus de formes, ça donne plus de catalyseurs. Et là, vous avez un mouvement explosif. Bon, l'explosion ne peut pas aller très loin parce qu'il y a une limite. La limite, c'est les nutriments. Cet ensemble autocatalytique, il a besoin de se nourrir, il a besoin de molécules qui viennent le rejoindre. S'il se met à exploser, il n'a plus les nutriments, donc ça sature. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'explosion très, très forte comme une explosion chimique, mais c'est quand même un phénomène de nature explosive.
Bon, je dois vous dire très honnêtement que moi, j'ai trouvé génial ces études de Stuart Kaufman, mais tout le monde ne partage pas mon enthousiasme. Certains biologistes disent ce n'est pas de la biologie. Stuart Kaufman n'a jamais manié un tube à essai, n'a jamais manié une cellule. Il manie des programmes informatiques et il fabrique la vie de façon artificielle par des simulations. Et ça veut dire que ces travaux sont même niés par certains biologistes qui disent c'est pas de la biologie. Donc je n'y crois pas. Euh, alors on essaye bien sûr maintenant de créer ces cycles catalytiques en laboratoire et on est déjà arrivé très modestement à créer un ensemble autocatalytique d'une dizaine de molécules. Maintenant, pour prouver vraiment le concept de Stuart Kaufman, il faudrait arriver en laboratoire, je dirais au moins à quelques centaines de protéines et d'ARN se combinant entre eux. Voilà. Le jour où on arrive à ça, on pourra dire que Kaufman avait raison. Aujourd'hui, ces thèses restent décriées. Alors maintenant, comment tout ceci s'est fait? Maintenant, je vous ai donné toutes les pièces du puzzle et nous allons les assembler. Alors d'abord, pour les assembler, la première question, c'est où? Il faut, pour que ces cycles autocatalytiques puissent apparaître, il faut une richesse chimique, il faut aussi une stabilité. Je ne vous l'ai pas dit, mais ces cycles autocatalytiques sont fragiles. Par exemple, le grand ennemi de ces métabolismes, c'est la dilution. Imaginez que de telles réactions se produisent dans une mare et imaginez qu'il y ait des pluies diluviennes pendant 2 jours. La dilution qui va se produire dans cette mare va quasiment détruire toutes les réactions qui s'étaient établies au cours du temps. La dilution est le grand ennemi de ces ensembles autocatalytiques. Mais on pense que la vie est apparue dans les cheminées hydrothermales, où là, par contre, il y a une forte concentration et qui est absolument constante, qui peut durer des millions d'années. On a trouvé les cheminées hydrothermales tardivement, parce qu'elles sont à grande profondeur, hein, elles se trouvent à 2000-3000 mètres sous l'eau, et on les a trouvées dans les années 2000. Lorsqu'on a trouvé ces cheminées, alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une cheminée? C'est un endroit où le magma affleure. Le magma est tout près de la croûte terrestre, des endroits volcaniques, et le magma chauffe l'eau et envoie des gaz chauds. En général, c'est de l'hydrogène sulfuré, qui est un gaz très énergique, beaucoup d'énergie chimique. Donc, c'est un endroit où sortent ces gaz qui chauffent l'eau et ça fabrique des cheminées comme ça, qui peuvent faire 3 mètres de haut. Et ces cheminées c'est des cheminées tout à fait, hein. Les gaz se promènent là-dedans avec de l'eau chaude. Alors l'eau est très chaude en bas, 120-130 degrés, et ça débouche en haut dans de l'eau qui est à 3 degrés, très froide. Vous avez donc un gradient thermique et vous avez toutes les températures entre 120 degrés et 0 degrés. Vous avez toutes les températures dans cette cheminée selon l'endroit où vous vous placez. Et ça, c'est très régulier. Vous avez donc là un système dissipatif, hein, c'est ce que j'employais avant comme terme, qui dissipe de l'énergie calorifique et de l'énergie chimique, H2S, ce gaz, et qui dissipe cette énergie de façon extrêmement stable dans ces cheminées. On a été très surpris quand on a découvert ces cheminées parce qu'on a calculé, on a trouvé une faune considérable autour de ces cheminées. Plein de bactéries, des vers qui mangeaient les bactéries, des mollusques qui mangeaient les vers, des arthropodes qui mangeaient les mollusques, des poulpes qui mangeaient les arthropodes, des poissons qui mangeaient les poulpes. Et tout ça, ça représente une biomasse, une création de biomasse de 2,5 kg par heure. Voilà ce que crée une seule cheminée. C'est vous dire la fertilité de ce genre d'endroit. C'est pour ça qu'on pense vraiment que la vie, elle est là. Il y a tout. Il y a la concentration chimique, il y a l'apport d'énergie, il y a la stabilité. Ça peut durer des millions d'années. Et puis tout ça, c'est fait pour fabriquer la vie. Il y a même un catalyseur naturel.
c'est que dans ces cheminées, il y a plein de petites alvéoles dans la pierre. Vous voyez la pierre meulière, par exemple, qui est une pierre volcanique, elle est pleine d'alvéoles. Eh bien, de la même façon, ces cheminées sont pleines de micro-alvéoles qui sont en soi des catalyseurs, parce que dans les alvéoles, d'abord, elles se recouvrent de molécules métalliques, ce qui est très bon pour la catalyse, et puis ensuite, elles emprisonnent les molécules, elles facilitent donc la chimie. Voilà, elles ont tout pour plaire, ces cheminées qu'on appelle aussi des fumeurs. Et surtout, bah, ça donne une très grande richesse chimique. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour créer la vie. Maintenant, je vais pouvoir donner une forme à ce que je vous montrais tout à l'heure, qui était très théorique, qui était un métabolisme. C'est très abstrait, un métabolisme. Et là, je vais pouvoir lui donner une forme. Alors d'abord, vous allez imaginer que vous faites une vinaigrette. Dans un milieu riche, on sait, riche chimiquement, comme on peut le trouver dans les fumeurs, on sait que s'il y a une grande richesse de molécules, les lipides forment des gouttes. Eh oui, parce qu'un lipide, c'est une molécule, une graisse, une huile, hein, c'est une molécule qui déteste l'eau. Comme elle déteste l'eau, elle se regroupe sur elle-même et elle fait des bulles, des espèces de billes. La raison, c'est que la sphère est la forme de surface minimum. Oui, si vous avez froid, vous vous mettez en boule. Voilà, c'est la même chose. Eh bien, les molécules de lipides n'aiment pas l'eau, alors elles se regroupent, elles forment une boule pour fuir l'eau. Eh bien, si vous regardez d'abord, ces gouttes se forment spontanément. Hein. Là, je ne parle pas de la vie, je parle de vie minérale. Je suis bien dans le domaine du minéral. Vous allez voir comment on passe du minéral au vivant, mais là, on est dans le minéral. Eh bien, si vous regardez dans une vinaigrette, vous allez constater une chose, c'est que quand vous avez battu la vinaigrette, il y a des petites gouttes d'huile. Mais si vous les regardez à la loupe, vous verrez que les petites gouttes ont tendance à s'absorber les unes les autres pour faire des billes plus grandes. C'est toujours une raison physique, hein. C'est simplement que deux billes qui se sont rejointes ont moins de surface que les deux billes précédentes. Vous pouvez calculer ça si ça vous intéresse, mais à volume égal, il y aura moins de surface. C'est pour ça que les billes ont intérêt à se coller et à s'absorber parce qu'elles présenteront moins de surface et donc ça minimise le contact eau-huile. Et en fait, ça veut dire que ça minimise l'énergie parce qu'il y a de l'énergie stockée dans ce contact. Donc, c'est tout à fait naturel, ça s'explique physiquement. Pour être précis, ça s'explique par les forces électromagnétiques. Vous voyez donc des gouttes se coller à d'autres et faire une goutte plus grosse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la prédation. Vous avez sous les yeux deux gouttes qui sont deux cellules et une a mangé l'autre. Et ça, c'est purement physique. Là, je suis dans le monde minéral. Je continue. Vous avez ainsi des gouttes qui vont devenir de plus en plus grosses. Et si vous ne touchez plus à votre mayonnaise, à votre vinaigrette, vous allez voir des billes de plus en plus grosses se faire. Seulement, à un certain stade, elles deviennent trop grosses et la tension superficielle de ces gouttes n'est plus suffisante pour maintenir leur cohésion. C'est pour ça que si vous rebattez un petit peu la vinaigrette, vous allez voir se scinder les grosses gouttes et elles vont faire des gouttes plus petites. C'est le chemin inverse. Et donc, vous comprenez bien qu'il y a une limite. En fait, il y a une limite. La goutte d'huile ne peut pas atteindre une certaine taille. À partir d'une certaine taille, elle se déforme. Et à un moment, s'il y a un petit peu de courant dans l'eau, elle se scinde en deux. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la scission en deux gouttes? C'est la division cellulaire. La division cellulaire fonctionne comme ça. Une cellule humaine, c'est pas une goutte. On va voir que c'est un petit peu différent, mais c'est quand même des lipides qui forment des gouttes. Et ces lipides, ces gouttes de lipides, ou c'est plutôt ces vésicules, on dira, ne peuvent pas grossir indéfiniment. À un certain stade, à une certaine taille, elles ne peuvent plus continuer à grossir, elles se scindent en deux. Et ça, c'est la division cellulaire. Je dis que la division cellulaire est un processus minéral. Et pour terminer, imaginez une de ces gouttes d'huile qui se scinde en deux.
vous imaginez que si dans la goutte, il y a des réactions chimiques, s'il y a des produits chimiques, ces produits chimiques vont se répartir à peu près également entre les deux filles. La mère va donner deux filles et le contenu chimique va se répartir entre les deux. Ça s'appelle la reproduction. Vous avez une information, c'est le contenu chimique de la goutte qui va se retrouver dans les deux filles. Eh bien, je dis que la simple vinaigrette, qui est minérale, vous offre une image de la vie avec la prédation, la division cellulaire et la reproduction. Et tout cela uniquement par les forces électromagnétiques. Et je rappelle que ces gouttes se forment spontanément. La simple présence de lipides dans l'eau provoque la formation de ceci. C'est donc un phénomène totalement naturel qui est spontané et observé tous les jours. Alors, nous allons un peu compliquer les choses maintenant. Nous n'allons plus parler de gouttes, mais de vésicules lipidiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la vie était apparue dans les gouttes d'huile, ça n'aurait pas marché, parce que l'huile est beaucoup moins propice que l'eau pour les réactions chimiques. Et donc, la vie n'est pas apparue dans des gouttes d'huile comme dans la vinaigrette. Mais il y a un autre type de bulles qui sont des vésicules, ce qu'on appelle des vésicules, c'est-à-dire que c'est un sac fait de lipides, mais dont l'intérieur est de l'eau. J'appelle ça un sac d'eau qui se promène dans l'eau. Eh bien, certains lipides fabriquent naturellement aussi ces vésicules, les acides gras, les phospholipides et quelques autres. Si dans la soupe, dans une cheminée hydrothermale par exemple, il y a suffisamment de phospholipides ou d'acides gras, ils se regroupent naturellement en vésicules dont l'intérieur est fait d'eau. Alors j'appelle ça un sac d'eau dans l'eau. Toutes vos cellules sont des sacs d'eau dans l'eau. Vous savez que votre corps est fait en grande partie d'eau, et dans cette eau, il y a les cellules, et les cellules sont elles-mêmes pleines d'eau. Donc les cellules, et leur membrane est lipidique. Leur membrane est faite de phospholipides. Donc tout votre corps est fait de vésicules comme ceci, qui sont des sacs d'eau dans l'eau. Et j'insiste là aussi, les vésicules en question se forment spontanément. Et on est toujours dans le minéral, on n'est pas encore dans la vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à l'intérieur de ces vésicules, vous avez des conditions idoines pour la vie. Parce que vous pouvez atteindre de fortes concentrations. Et donc, si les ensembles autocatalytiques dont je parlais tout à l'heure, la pelote de laine, là, le sac de nœuds, se localisent dans une vésicule, alors là, il est protégé. D'abord, il est protégé parce qu'il y a la bonne concentration, il est protégé contre la dilution. Je vous disais tout à l'heure, s'il y a une grosse averse et beaucoup d'eau, les cycles catalytiques dépérissent. Eh bien là, ils ne dépérissent pas parce qu'ils sont protégés dans une membrane. Donc, la concentration est stable. Alors, ils sont aussi protégés dans la mesure où la membrane empêche la pénétration d'autres molécules qui pourraient être toxiques, des grosses molécules. Par contre, le bénéfice, c'est que les membranes laissent passer les petites molécules. Et les petites molécules, ce sont les nutriments. C'est ce qui peut nourrir et permettre la fabrication de ces acides aminés et de ces protéines. Voilà donc comment une vésicule qui apparaît de façon tout à fait naturelle dans un milieu assez riche est un endroit idoine pour abriter les ensembles autocatalytiques, c'est-à-dire en fait abriter un métabolisme primitif. Eh bien, je dis que là, si maintenant vous pensez à la pelote de laine de tout à l'heure, avec les réactions qui s'autocatalysent, le métabolisme, et vous l'imaginez dans une goutte, c'est-à-dire que ça a à peu près la forme de la photo qui est là, à l'intérieur, il y a ces protométabolismes, eh bien moi je dis qu'on est arrivé à la vie. On est arrivé là à une forme de protovie, mais qui répond à la définition de tout à l'heure. Alors, il faudrait que je précise une chose. Vous savez que la vie repose sur l'information. Dans la réplication de la vie, c'est de l'information qui se transmet.
la vie, c'est un fil d'information qui se transmet de parents à enfants. C'est ça la vie, c'est un fil. Eh bien, vous pourrez me dire, mais quelle information vous ne nous avez pas encore parlé de gènes. Alors, vous parlez de protovie, mais quelle est l'information? Eh bien, l'information qui est dans ces vésicules-là, c'est une information qu'on appelle information compositionnelle. Il n'y a pas encore de gènes. L'information compositionnelle, c'est tout simplement la liste des réactions, la liste des ingrédients et la liste des réactions, la liste de la recette de cuisine, si vous voulez. Alors, je vous donne un exemple. Vous allez au supermarché, moi je suis passé un peu avant vous, mais j'ai perdu la liste sur laquelle je marque mes courses. Boîte de cornflakes au chocolat, beurre Isigny, etc. Vous trouvez ma liste. Eh bien, vous avez une information incroyable. Vous savez ce que je mange. Vous connaissez mon régime. Si vous êtes médecin, rien qu'en lisant ma liste, vous pourriez me dire, vous savez, monsieur, les cornflakes au chocolat, c'est pas très bon. Vous feriez mieux de manger tel autre type de cornflakes. Vous avez une information très importante sur mon organisme. Eh bien, dans ces cellules-là, l'information qui se transmet, c'est ça. C'est simplement la liste des produits qui s'autocatalysent. Cette liste suffit. Par exemple, si je voulais reproduire synthétiquement une de ces vésicules avec son métabolisme, il me suffirait d'avoir cette liste. Je synthétiserais toutes les molécules de la liste, je les mettrais dans une vésicule et j'aurais fait l'être vivant. Donc, c'est vraiment l'information. Et cette information se transmet alors que je ne vous ai pas encore parlé de gènes. À ce stade, les gènes n'existent pas. Alors, je précise tout de suite que cette information, comment elle se transmet, lorsqu'une vésicule se coupe en deux, eh bien, vous avez à peu près tous les ingrédients qui se retrouvent des deux côtés. S'il y a des milliers et des milliers de molécules, bon, statistiquement, vous les retrouvez des deux côtés. C'est comme ça que se transmet l'information compositionnelle. Mais cette transmission, elle se fait avec des erreurs. Ah oui, parce que rien n'est parfait. Donc, dans la division, il y a une des deux cellules qui va peut-être manquer d'un des produits ou deux. Elle va peut-être même en mourir. Eh bien, il y a des erreurs. Je vous disais tout à l'heure que pour l'évolution darwinienne, il fallait que la réplication se fasse avec erreur. Une réplication sans erreur, ça ne fonctionnerait pas. Il faut une réplication avec erreur. Ben là, on a les erreurs tout à fait naturellement. On en a peut-être même un peu trop, à mon avis. Eh bien, maintenant que vous avez des êtres formés, fermés, qui sont des vésicules dans lesquelles il y a un métabolisme primitif, dans lequel il y a une information qui existe et qui se transmet, la compétition darwinienne peut démarrer. Et c'est pour ça que moi, je dis que cette protovie, c'est déjà la vie. Parce que la compétition darwinienne va se faire entre ces molécules. Entre ces vésicules. Quand deux vésicules se rencontrent, elles s'absorbent. Mais vous pouvez concevoir que le jeu de réaction chimique de la première, s'il est plus performant, plus stable que le jeu des réactions de la seconde, vous pouvez considérer que la première vésicule va imposer son métabolisme. Et en fait, le métabolisme de l'autre, grosso modo, va servir d'aliment. Donc, vous avez une compétition darwinienne et que le meilleur gagne. La cellule, protocellule, on appelle ça protocellule, qui possède le meilleur métabolisme, le plus performant, impose en général son métabolisme. Et la cellule qui est absorbée se transforme en aliment. Peut-être apportera-t-elle quelques novations d'ailleurs, quelques autres produits qui viennent enrichir le métabolisme de l'autre. Possiblement. Mais vous voyez que la compétition darwinienne joue. Cette protovie correspond tout à fait à la définition simplifiée que j'avais donnée tout à l'heure, puisque, c'est un système dissipatif, parce qu'elle utilise l'énergie des cheminées hydrothermales et l'énergie chimique, et elle fabrique de la diversité chimique à partir de là. 2, elle est capable de reproduction, grâce à cette information compositionnelle. Et 3, il y a déjà phénomène darwinien, erreur et tri des erreurs. Et donc, je dis que nous détenons là la vie et que toute la suite
va être simplement une sophistication essentiellement des enzymes par l'évolution darwinienne. Voilà. Donc la suite reste très compliquée, je vais la résumer maintenant, mais elle reste très compliquée. Je dis simplement que la vie existait déjà. La suite, c'est simplement la complexité qui s'ajoute, qui s'ajoute, qui s'ajoute par l'évolution darwinienne. Alors, il y a une étape très importante, c'est que j'ai toujours pas parlé de la poule et de l'œuf. Pour moi, la vie est apparue sans qu'il y ait de poule et sans qu'il y ait d'œuf. À un certain moment, les gènes vont apparaître. Et là, je vais prendre une métaphore pour que vous compreniez. On pourrait imaginer une ruche dans laquelle toutes les abeilles sont ouvrières et en même temps, elles font toutes des bébés. Après tout, les mouches sont comme ça. Hein. Vous avez plein d'animaux qui font à la fois le travail d'alimentation, etc., et qui font la reproduction. La ruche s'est organisée différemment. La ruche a spécialisé une abeille pour la reproduction. Elle ne fait que ça. Et les autres se sont spécialisés dans le travail, les travailleuses, les ouvrières, et elles ne font pas de bébés. Donc, vous avez une spécialisation entre deux types d'individus et la ruche fonctionne mieux grâce à ça. Parce que avec l'évolution, la reine des abeilles est devenue très performante pour faire des bébés et les autres abeilles sont devenues très performantes pour aller chercher le pollen. Spécialisation, c'est le secret de l'industrie. Eh bien, c'est là que je vais introduire la poule et l'œuf. En effet, je vous disais que dans cet ensemble catalytique, il y avait à la fois des poules et des œufs. Il y avait des protéines, mais aussi des nucléotides, des ARN, etc. Alors, il se trouve que naturellement, ces deux molécules sont assez différentes et il se trouve que les protéines sont beaucoup plus douées pour la gestion quotidienne. Je vous disais tout à l'heure, les protéines, elles servent à la structure et elles servent comme outil la catalyse. Eh bien, les protéines sont beaucoup plus douées pour cela. Pourquoi? Parce que les protéines se replient d'une façon extrêmement forte. Une fois qu'elle est repliée, ce n'est pas évident de déplier la protéine. Elle est très solide et très stable, et elle a une forme parfaitement déterminée. Donc, la protéine, il n'y a pas de doute, c'est l'outil idéal et c'est la pièce idéale, la pièce de structure idéale. En revanche, l'ARN est plus doué pour conserver l'information. Ben oui, parce que l'ARN ne se replie pas de façon rigide comme ça. L'ARN est très souple. Il est capable de bouger un petit peu comme un serpent. Vous voyez. Il se colle plus ou moins, mais il se décolle aussi vite qu'il se colle. Et pour stocker l'information, c'est bien beau de stocker l'information. La protéine, elle stocke de l'information puisqu'elle est une chaîne qui est la même que la chaîne du gène. Donc, elle stocke l'information. Mais vous ne pouvez pas la lire. Imaginez une cassette audio dans laquelle vous avez stocké de la musique, mais imaginez que la cassette est tellement compacte et la bande est tellement collée que vous ne puissiez pas la lire. Donc, elle stocke de l'information, mais de l'information inutile pour vous. Vous ne pouvez pas la lire. C'est le cas des protéines. On ne peut pas lire leur information. Par contre, on peut lire facilement l'information de l'ADN parce qu'il est souple. Et on comprend maintenant que dans cette soupe, il y avait potentiellement l'œuf et la poule. Et on comprend qu'à un certain moment, il va y avoir une spécialisation entre les deux. Et quand va se faire cette spécialisation? Alors, il faut déjà atteindre un degré de sophistication important. La protovie a dû déjà bien progresser. Il faut que des enzymes soient capables de fabriquer les protéines à partir des brins d'ARN. Si une enzyme, ça s'appelle un ribosome, hein, une enzyme est capable d'attraper l'ADN, de le lire et de fabriquer une protéine, eh bien là, on tient le mécanisme de la traduction. Et dès que ce mécanisme apparaît, spontanément, il va y avoir spécialisation entre la poule et l'œuf. C'est-à-dire que l'ARN va s'allouer le rôle de la reine des abeilles et la protéine va se contenter du rôle de l'ouvrière de la ruche.
Et évidemment, les protocellules qui s'organiseront comme ça deviendront beaucoup plus performantes à cause de cette spécialisation, parce que les protéines sont plus performantes que l'ARN pour ce qui est de l'action quotidienne, et l'ARN est plus performant que la protéine pour la conservation de l'information. Vous avez un exemple de ce découplage, c'est hardware-software. Le fondateur de l'informatique sur un plan théorique, c'est Alan Turing. Et Alan Turing avait inventé un objet qu'on appelle la machine de Turing, en fait, qui n'est pas une machine, qui est un objet purement mathématique. Et il avait imaginé une boîte noire qui fait les calculs, c'est le hardware, et une bande qui contient les données. Et en fait, toute l'informatique en fait, repose sur le principe de Turing, la séparation entre le hardware et le software. Eh bien, je dis que ça s'est passé tout à fait naturellement dans nos protocellules. Il y a eu séparation du hardware et du software. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est plus performant. Alors maintenant, j'arrive, et là, je vais aller au galop sur la complexité finale de la vie telle qu'elle existe aujourd'hui, que je vous présentais en préambule. Mais bon, on pourrait passer là, on pourrait passer des heures et des heures, et je ne serais même pas compétent d'ailleurs pour vous en parler. C'est toute la complexité du vivant, mais je dis qu'à partir de là, elle se développe tout simplement par la sophistication des protéines. Oui, des protéines, des enzymes. Hein. Les enzymes deviennent de plus en plus performantes. Et là, eh bien, à un certain stade, certaines enzymes, de même qu'elles ont réussi à faire des copies de l'ARN pour en faire des protéines, de la même façon, d'autres enzymes arrivent à faire des copies d'un gène, c'est-à-dire qu'elles arrivent à faire le même gène à partir d'un autre gène. Elles lisent le gène et d'un côté, elles assemblent des nucléotides et elles fabriquent la copie du gène. Donc là, on a vraiment maintenant, à ce stade, on a vraiment les gènes et on a le mécanisme de traduction et on a des gènes qui se répliquent. Alors à ce stade, ce sont des gènes flottants, vous voyez. Ils sont flottants. Il y a un gène qui code une protéine qui se promène par là, un autre gène qui se promène par là. Il y a plein de gènes qui se promènent. Après tout, si vous avez été vacciné pour le Covid, c'est très exactement ce qui s'est passé dans votre corps. On vous a injecté des petits brins d'ARN, c'est-à-dire des gènes, des petits gènes flottants. On ne vous les a pas injectés directement dans votre sang parce qu'ils auraient été détruits. Le système immunologique les aurait détruits. On les a injectés dans des vésicules lipidiques dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, les gens qui ont inventé le vaccin d'ARN, eh bien, ils ont reproduit l'origine de la vie. Ils fabriquent des petites gouttes lipidiques et en les brassant bien fort avec de l'ARN, ils s'arrangent pour que ces petits gènes flottants rentrent dans ces gouttes. Et c'est ça qu'on vous injecte dans le sang. Ce sont des petites billes lipidiques dans lesquelles il y a des gènes flottants, des petits gènes individuels, il y en a plein. Et vous avez vu tout à l'heure comment les vésicules lipidiques se regroupaient. Quand elles se rencontrent, les membranes se fondent et vous n'avez plus qu'une seule vésicule. Eh bien, c'est ce qui se passe dans votre sang. Lorsque ces petites vésicules contenant de l'ARN, arrivent au contact d'une de vos cellules, il y a fusion des membranes et le contenu de la petite vésicule rentre dans votre cellule et vous avez un brin d'ARN qui se promène, des brins, beaucoup de brins d'ARN qui se promènent dans votre cellule, exactement comme les gènes dont je vous parle actuellement. Je vous dis qu'à cette époque, les gènes étaient individuels et ils se promenaient. Bon, pour terminer avec le vaccin, mais une fois que ces gènes sont dans vos cellules, le mécanisme de traduction qu'on a déjà développé 3 ou 4 fois se met en route. Et ces petits gènes flottants fabriquent des protéines. Et ces protéines, ce ne sont pas n'importe quelles protéines, ce sont des protéines qui ont la forme des pointes du virus. Et à partir du moment où vous fabriquez ces protéines, vous en avez plein dans votre corps, eh bien votre corps fabrique des anticorps parce qu'il reconnaît cette forme et il se défend contre cette forme. Et cette forme, c'est la forme du virus, mais elle a été fabriquée en utilisant la nature. Vous voyez donc dans le vaccin Covid, vous voyez pratiquement tout ce que je vous ai raconté là.
À propos, les virus, ce sont des gènes flottants, hein. Un virus, c'est un gène flottant aussi. On pense que les virus étaient au tout début, là, dans cette protovie, il y avait déjà des virus. Les virus, c'était des gènes flottants. Ensuite, eh bien, je termine parce que tout ça va se sophistiquer, mais on n'a plus le temps et puis c'est pas l'objet. Moi, je dis que la vie existait déjà sous cette forme primitive. Eh bien, les gènes flottants se partageaient dans les cellules, mais il y a plus efficace que ça. À un moment, les gènes ont commencé à se coller bout à bout parce que c'est plus pratique d'avoir un gène collé à un autre, ça fait un gène tout seul. Et quand il se transmet à la descendance, c'est plus facile. Et puis c'est aussi plus facile à lire que d'aller chercher des petits gènes baladeurs un peu partout. Et donc les gènes s'allongent, ils se mettent bout à bout et les vésicules là, élémentaires, les protocellules, qui ont des gènes qui se collent, sont plus performantes que les autres et les gènes se collent, se collent, se collent. Alors, à la fin, vous n'avez plus qu'un seul gène. Dans une bactérie, vous avez un seul gène qui comprend tous les gènes et mis bout à bout et souvent en forme de cercle. Dans votre corps, c'est plus compliqué. On a 26 chromosomes. Donc, vous voyez, ça c'est pas parce que ça serait trop long. Si c'était pas. C'est pour ça qu'on a gardé des chromosomes et qu'on n'a pas un seul gène. Voilà. Bon, et puis à partir de là, bah, je termine là. Les enzymes font tout le reste. Et si vous avez compris que les enzymes se sophistiquent et qu'on leur a donné beaucoup de temps pour se sophistiquer, bah, elles sont finalement capables de tout, quoi. Voilà. Alors, dernière étape, je le signale parce que je vous ai parlé d'ARN tout le temps. On pense que l'ARN est apparu avant l'ADN. Mais à un certain stade d'évolution, l'ADN s'est imposé comme stockage de l'information. Pour une raison très simple, c'est que l'ADN est plus solide que l'ARN. Et donc, dans vos cellules, l'information génétique est portée par l'ADN. C'est très, très proche de l'ARN, hein, c'est un peu la même chose, mais est portée par l'ADN qui est préservé dans un coffre-fort qui est le noyau de la cellule. L'ADN n'a pas le droit de sortir du noyau. Il est protégé dans le noyau. Et donc, pour faire les protéines, l'ADN fait des copies, des photocopies, l'ADN fait des copies qui sont l'ARN. Et ces copies, elles ont le droit de sortir du noyau. Donc, de la même façon que le vaccin du Covid a envoyé des petits gènes flottants dans vos cellules, et bien de la même façon, le noyau fait la même chose. Il prend des photocopies des gènes et il les envoie à travers la membrane du noyau. C'est la même chose. Sauf que l'ARN du virus venait de l'extérieur, alors que l'ARN de l'ADN vient de l'intérieur. Mais c'est la même chose. Et donc, à ce jeu-là, il y a eu aussi une spécialisation. L'ADN s'est spécialisé uniquement dans l'information. Et l'ARN s'est spécialisé dans un rôle d'intermédiaire, c'est les photocopies. Une image de cela, vous allez voir le notaire et vous lui dites, je voudrais l'acte de vente de ma maison. Et le notaire va vous dire, je vais vous donner une photocopie. Et je veux même bien signer qu'elle est authentique, mais je ne vous donne pas l'original. L'original n'a pas le droit de sortir de mon bureau. Eh bien, c'est la même chose, l'ADN n'a pas le droit de sortir du noyau et il fait des photocopies. Les photocopies, c'est l'ARN. Voilà. Eh bien, nous arrivons au bout. Là, vous devez être saturé mentalement parce qu'on a fait un parcours très, très rapide. Alors, ben, je dirais derrière tout ça que je vous affirme beaucoup de choses dans cette conférence. Plusieurs fois, je vous ai dit, ça n'est pas prouvé. Hein, j'ai voulu tracer un peu un scénario. Personnellement, j'y crois, mais je ne peux pas dire qu'il est le bon. Et je dois dire, comme Darwin tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de si. Si et combien de si, disait-il. Néanmoins, je crois que plus on étudie le cosmos, plus on a l'impression que la vie est un phénomène naturel qui provient simplement des propriétés de la matière. Voilà.